Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Je suis contente que vous soyez là. Je suis contente d'être là, surtout, en premier. Euh, Aujourd'hui, on va faire quelque chose. En fait, j'espère avant tout que vous avez passé un beau samedi, que vous vous apprêtez à passer un beau dimanche. Il faut rester positif sur l'avenue de la journée, c'est important. Et c'est ça qui va faire en sorte si vous allez passer une belle journée. Aujourd'hui, on va discuter d'un livre que je me suis procuré. En fait, c'est un livre qui est sorti au mois d'août de cette année, qui m'a popé comme ça sur Amazon au mois d'août. Et ça m'a intéressé parce que vous voyez au travers des streams qu'il y a, en fait, il y a certains sujets qui m'attirent plus que d'autres. Et ça veut pas dire que c'est des sujets que je pratique moi-même, parce que non, je ne pratique pas ces sujets-là. En gros, c'est Unquiet Voices, les voix non silencieuses. The Magical Art of Laying Ghosts. En fait, c'est l'art magique de comme chasser un peu les fantômes. Puis c'est écrit par Rob et Noni Douglas. Je sais pas si on fait beaucoup de livres, mais c'est un livre qui c'est Your Field Guide to Realms of the Unseen, to the Realms of the Unseen. En gros, c'est notre guide c'est comme de travail. Comment je peux dire ça? Pas sur le chantier, mais c'est comme dehors là, sur le lieu de travail, je veux dire. Dans les royaumes du monde qu'on ne voit pas. Fait que c'est un peu ça. On va tourner les pages de ce livre-là. Fait que là, ici, on a d'autres auteurs qui disent waouh, magnifique, le livre est super. Hein, c'est sûr qu'ils ne mettront pas d'autres types de commentaires là-dedans. C'est pour ça que c'est le genre de partie que je saute tout le temps. On a au sujet des auteurs ici avec Rob et Noni Douglas. Et le livre commence ici. Fait que la première impression date de 2024. Il est sorti en août cette année. Voilà. Fait que par les publications Llewellyn, qui sort, ces publications-là font beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres ésotériques. Voilà. Les acknowledgements, la table des matières ici, les figures et tout. Et on a l'introduction. Fait que c'est sûr que là, c'est comme notre background, voilà. Notre background, c'est plus notre passé, notre expérience dans le domaine. Et les arts nécromantiques. En fait, c'est sûr que la nécromancie, ça peut faire peur. C'est un terme qui fait peur à la majorité du monde. Mais si on regarde le mot vraiment, là, une mancie, c'est un art divinatoire. Tout ce qui finit par mancie, c'est un art divinatoire. Puis nécro, ça veut dire, c'est comme c'est plus, comme la mort, tout ce qui est noir. Fait que c'est nécromancie, c'est plus un art divinatoire avec les morts. Fait que c'est pas le fait de lever les morts puis d'avoir une armée de morts dans le... Tu sais, quand on parle dans les jeux vidéo, il parle de nécromancien avec une armée de corps, de cadavres. Ça marche pas comme ça. Voilà. Fait que on a ça ici. Donc, comment utiliser ce livre? Fait que c'est une ressource pratique pour toutes les personnes qui travaillent avec
les esprits. Il parle du format qui est en 3 sections. La partie 1, c'est un cours qui explique les arcanes de la nécromancie. Les connaissances qui sont présentées sont dans un ordre séquentiel pour construire et clarifier ce qui apparaît sur lui, tu sais, comme tout ce qui est l'univers invisible et tout, puis comment identifier le type d'esprit humain décédé. La partie 2, c'est les parties, le côté pratique de faire une investigation nécromantique, incluant les méthodes pour chasser un esprit qui nous dérange, en fait. Puis il va y avoir, tu sais, comme il y a aussi des termes importants à comprendre. Puis c'est ça, il y a 2 parties. Mais pourquoi il parlait de 3 parties? Et où la 3e partie? Ah, puis à la fin, c'est un lexicon, c'est comme une espèce de... un lexique de tous les termes. Fait que c'est ça la 3e partie. Fait que développer un lingua franca. C'est les principes, les classifications des esprits avec des mots gréco-latins. Une approche différente, une approche universelle, les doctrines spirituelles et les applications culturelles. Les arcanes de l'invisible. Donc, les arts de la nécromancie. Fait qu'ici, on parle de tradition de nécromancie. Ici, les transmissions de la connaissance. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de livres de l'époque sur la nécromancie. C'était assez quand même caché, quoique. Fait que là, on a le côté historique ici. Chasser les monstres. Fait qu'on a encore le côté historique ici. Les études paranormales. Les origines de la nécromancie. Ça date de quand même assez vieux, là. Ça parle de la Grèce ancienne du 8e siècle avant Jésus-Christ. Quand même assez vieux, puis ça pourrait même être plus vieux que ça encore. Là, il parle ici en Grèce, où est-ce que l'origine advient. La nécromancie médiévale, encore là, on a l'historique. La sciomancie ici. La 2e méthode de la nécromancie traditionnelle, c'est la sciomancie. On a besoin d'être capable de détecter les esprits humains dans un endroit où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont le plus fréquents, où est-ce qu'ils sont plus présents. Puis être capable de donner, de diagnostiquer en fait la cause de leur activité spirite. Fait que savoir pourquoi qu'ils dérangent, comment qu'ils sont morts, tout ça. Pendant que la nécromancie, c'est généralement la poursuite privée des nécromanciens, la sciomancie, c'est un service qui peut être fait, qui peut être donné pour aider les autres, autant les vivants que les morts. Fait qu'on a les observations et les expérimentations. Encore là, on est plus dans l'histoire, dans les explications. La démonologie. Fait que le fait qu'on a démonisé les démons, que c'est sûr que les théologiens chrétiens, ils ont pas aidé là-dedans. Fait qu'on en parle un peu ici avec l'Inquisition. La démonologie par les lois. Ça dit que dans une période plus tard, le terme nigromancie était utilisé pour différencier ce que l'Église déclarait comme étant légal, une pratique légale de magie.
de ce qui est considéré comme par rapport à ce qu'il considérait plus illégal, illicite. La pratique légale, c'était sur le fait qu'on dominait le démon au nom de Dieu en leur forçant d'accomplir les intentions du magicien. La pratique païenne qui faisait le commerce réciproque avec un esprit était considérée comme étant le travail du mal et était interdit. Fait qu'en gros, le fait de dire à un esprit, moi je vais te donner ça, puis toi tu vas me donner ça, c'est de faire un échange, de faire une espèce de commerce avec eux, de faire tout ça, un échange. Mais ça, ils considéraient ça comme illégal. Ouais, c'est ça. Les déclins de la nécromancie, évidemment, hein, quand c'est illégal, le monde en a peur, fait que ça diminue. La disambiguation. L'homonymie. OK. Je savais pas ce que ça voulait dire, ce mot-là. C'est l'homonymie. OK. Que ici, un peu de... S'il parle des termes, plus là-dedans. Le rôle du magicien. Et qu'ici, on a les raisons calmes. OK. La raison, c'est aussi... OK, c'est être capable de rassembler des connaissances ésotériques, de rassembler les langages symboliques, comprendre. En fait, c'est plus des études. Voilà. Fait qu'on a la compassion avec les vivants, pour les vivants et les morts. Fait que c'est sûr que la compassion, là-dedans, si on veut aider, c'est quand même important. Le vouloir apprendre. Les connaissances des arcanes. Les capacités pratiques, les habiletés pratiques. Se commettre pour atteindre une résolution. C'est ça? Je pense que c'est plus d'avoir un but. Et là, on tombe chapitre 2. Les arcanes du monde... comment que j'avais dit ça? Du monde caché? Du monde invisible. Invisible, j'avais dit tantôt. Les arcanes des mondes invisibles. Fait que... Ars et scientia. Je pense que c'est les arts et la science. Je pense, mon latin, il est très... il est absent, en fait. J'ai jamais étudié le latin. J'y vais par logique. Fait qu'ici, oui, c'est ça, c'est les sciences et les arts. Piouf! Je l'ai eu. Fait qu'en par ici, les arcanes, ici, qui est quand même assez important de les comprendre. Le vocabulaire. L'univers dans chaque atome. Un univers dans chaque atome. Le matériel primaire. Ça parle des atomes sont éternels, mais les formes créées par son évolution sont temporaires et transientes. Et transitoires. Parce que les atomes sont éternels, mais les formes créées par cette évolution-là sont transitoires et temporaires. C'est ça. Fait que coagula, l'espèce de regroupement des atomes ensemble, c'est appelé coagula. Comme une espèce, quand on parle de coaguler, là, pour le sang, là, ça fait une espèce de moton. C'est probablement dans la même logique. Puis c'est dirigé par Agapé, aussi connu par la loi de l'attraction. Ça aussi, je trouve que c'est logique avec le coagulant. Voilà, ça c'est juste... Il dit d'autres choses aussi. Là. Solvay,
qui veut dire, ça vient du latin solvere, qui signifie dissiper ou dissoudre. C'est la loi de la répulsion. En gros, c'est logique, ça veut dire dissoudre. Et conjonctio, ou qui est aussi appelé Mercure, c'est les manifestations du principe fondamental derrière la transformation de la forme idéale. Fait qu'en gros, ça, c'est les trois modalités primordiales pour décrire un univers dynamique consistant par l'espèce de vision médiévale du monde, dans lequel la matière ne disparaît pas. Elle est toujours renouvelée puis transformée dans une synergie constante de création puis de destruction. Voilà. Fait qu'ici, on a l'image un peu de ce qu'on vient de discuter. Les trois étapes de il est. OK. Ça, je peux pas, je sais pas. C'est-à-dire le déplacement constant des atomes, qui est aussi appelé kinésis ou movere, est causé par l'espèce d'interaction entre le solvay, le coagula et la conjonctio qui affecte la densité de ilé. Je ne sais pas c'est quoi le ilé, en fait. Qui est décrit dans l'occultisme comme une manifestation des états, c'est comme un des trois états primaires ou conditions qui parlent de éther, pneuma et phasma. La compréhension de ces trois étapes de l'univers, de ces substances-là de l'univers, et comment qui transitionnent d'une à l'autre, est critique dans la partie pratique de la sciomancie. Fait qu'on a le solvay, le coagula, quand ça se forme, ceci, ça déforme, fait qu'il y a l'éther, le pneuma, puis le phasma. Fait qu'on a une description aussi de c'est quoi, l'un et l'autre. L'éther, qui est la première étape. C'est la réalité phénoménale de ces mondes inhabités par les entités célestes. On a le pneuma ici, qui est la deuxième étape. C'est l'état balancé, équilibré, qui permet indépendamment les formes physiques avec les lois de la nature. Le phasma, c'est la coalescence la plus dense. C'est sûr, ça se coagule, fait que ça va ici. Qui est perçu comme un liquide vicieux. Non, visqueux, pardon. Désolé, il n'y avait pas de i. Visqueux. Pas vicieux, il n'y a rien de vicieux là-dedans. Un liquide visqueux qui est connu comme étant phasma ou les phasmes ou les... Je sais pas trop comment le dire en français. Fait que c'est conçu comme... en fait, c'est perçu comme infernal ou ctonique. Les réalités ctoniques ou infernales. Les royaumes sublunaires, qui est les réalités éthériques et célestes. Ah, qu'on en parle ici tout plein. On a ici les trois royaumes et leur correspondance. Fait que on a céleste, terrestre et infernal. Fait que le cosmoi, qui a beaucoup de monde. Ça dit que, étant donné qu'il y a un nombre indéfini d'atomes dans le royaume sublunaire, et un nombre indéfini de mondes, ou qu'on dit de cosmoi, en tout cas, ouais, cosmoi, et qu'on considère qui existe, formé au travers de l'influence du coagula, qui qui rassemble les atomes ensemble, puis le conjonctio qui les tient en place. Et qui parle ici de plusieurs mondes.
Donc, on a ici l'Arca, qui est le monde des morts. Arca, c'est un nom hébreu pour pour le monde où est-ce que les âmes des morts euh, se trouvent entre leur vie. Comparable au grec Hadès. Ok, c'est comme une espèce de petit paradis. Où est-ce qu'ils vont avant de revenir là, dans une autre vie. On parle un petit peu ici. On a le métacosmos, c'est la mer entre les royaumes. C'est un espace qui est non comme formé en tant que tel entre les mondes, qui est symbolisé comme étant les mers et l'eau. On appelle aussi le métacosmos. C'est Épicurus qui l'a appelé métacosmos. C'est comme la dissolution de la forme. Il appelle aussi Télum. Ok, ça n'en dit pas plus. Puis le Quart Arca, c'est la mer métacosmique entre les mondes des vivants et celui des morts. Qui est entre Sheled et Arca. Qui est conçu... Ok, qui est perçu comme étant une zone frigide et turbulente. Quart, c'est traduit comme étant froid. Mais ça, je me souviens, on avait fait une recherche avec Dead Breeze, puis on n'avait pas trouvé sur Internet nulle part des correspondances à ces mots-là. C'est pour ça que là, ça ici, on rentre dans l'inconnu total parce que Internet nous aide pas pantoute. Est-ce que c'est eux autres qui l'ont appelé comme ça? C'est-tu des notions qu'Internet ne connaît pas? Parce que quand tu cherches Quart comme ça donne rien. Ici. Fait qu'on a la mer des... où est-ce qu'on se noie, en fait? La mer qui nous noie. Peux-tu traduire ça comme ça? Le nom Quart Arca est presque perdu dans l'histoire de la magie, mais il y a juste une référence dans le Pseudo-Monarchia Daemonium qui a été écrit par le physicien Dutch, c'est danois? Oh, néerlandais, pardon. Néerlandais. John Wierus. Ça serait là qu'il y aurait été mention de Quart Arca. Faudrait peut-être aller voir. Fait que ce texte contient une longue liste d'esprits puis leur influence. Bon, fait qu'on a le chapitre 3, la cosmologie de l'âme. Les Ens. La nature de l'âme éternelle par la contemplation de toute spiritualité. Dans la philosophie magique, l'âme, ou Ens, E-N-S, est aussi individuelle et en même temps une source divine. C'est comme qui fait partie d'une source divine. Attends, je vais juste tasser ça. Je suis toujours en train de me tasser vers la droite. Fait que je vais tasser ma caméra un petit peu. C'est pas un paradoxe, blablabla. Fait qu'on a le numen. C'est-à-dire que le Ens est décrit comme étant une petite étincelle de lumière divine. Puis ça se dessine autour de lui-même, l'éther, qui forme un espèce de nuage lumineux qu'on appelle un numen. Quand l'âme est dans une forme désincarnée, le numen peut être des fois perçu, une espèce de petit nuage, là, à l'œil nu. Ah ouais.
par une orbe. Il parle que le numen pourrait être perçu, puis nous, on le verrait comme une orbe, comme une petite lumière qui part du corps au moment de la mort. Il y en a, les anciens disaient que ça avait comme une forme de feu. OK. C'est intéressant. Le génie, qui est l'intellect de l'âme, qui est exprimé par la substance d'une humaine. Ce génie qui individualise l'âme, le ens, puis lui donne la signification de continuer le fait de la perception de, tu sais, comme de soi, le fait d'être conscient de soi. C'est une représentation du vrai soi. De l'âme dans son état d'évolution. On a le Mémorix. C'est l'expérience et la mémoire qu'on appelle le Mémorix. C'est la faculté de l'âme de filtrer puis d'assimiler les expériences de l'âme dans ses incarnations variées. Fait que là, ici, on parle du men plus spécifique. Fait que le mens est décrit comme deux parties, l'animus puis l'anima, qui est plus émotif. Animus, c'est plus le côté éthérique, supra-rationnel, puis l'anima, c'est plus le émotif, puis les réalités plus instinctives. Donc, on a des détails ici, l'animus, l'anima. Les âmes, les trois parties des âmes. John en avait déjà parlé, me semble, dans le livre Spirit Witch. Je ne sais pas si c'est ça qui parle ici, on dirait pas. Les trois parties de l'âme incarnée qui est transportée avec par un chariot avec 2 chevaux avec des ailes. OK, ouais, ça c'est grec, ça. C'est grec. On a simulacrum ou le corps spirituel. L'esprit désincarné, fait qu'après la mort, le simulacrum commence à se dissoudre, autant que notre corps physique. L'équilibre et la protection. Fait qu'on a une espèce d'image ici qu'on a notre âme immortelle, le ens, l'expérience, la mémoire. Fait qu'on a Ici, on a notre conscience, avec la raison, l'imagination, les portes de la mort ici, et notre corps qui reste. En gros, quand on franchit les portes de la mort, ben, ça se sépare un peu. Là. Les manifestations des esprits. Et on a les étapes de la manifestation spirit. On a le nub, qui est une espèce de petit nuage ou une vapeur. Fait qu'on a, on peut des fois le percevoir, on a des petits détails ici. On a le numen, que ça c'est la manifestation qui suit l'apparence du petit nuage ou de la vapeur. Puis c'est l'émergence d'une sphère dense d'éther lumineuse, qu'on appelle aussi une orbe. On a le umbra, c'est quand l'esprit se manifeste plus loin, puis représente une silhouette sombre, mais reconnaissable, qu'on connaît en magie comme étant le umbra ou ombre. On a l'apparition. Fait que c'est en dernier, on a l'esprit se présente vraiment tout autant d'une lumière translucide, puis mais transparent aussi, mais avec des couleurs naturelles. Fait que là, on peut les voir. Fait qu'on a ici des exemples. Une espèce de nuage, un nub, un numen ou un orbe,
l'umbra, ou l'espèce d'ombre, et l'apparition. Un simulacrum. Je sais pas si vous voulez le voir plus proche, là. Une espèce de petit l'orbe. L'ombre. Tente de voir un peu, voilà. Et l'apparition. Fait qu'on a les esprits qui ne sont, c'est comme non sensitifs. Les fantasmes puis les phasmata. Fantasmes, c'est les activités des phasmes quand il n'y a pas de but. Puis le phasmata, c'est l'activité du phasme, mais que lui, il y a un but, mais qui n'est pas conscient. Donc, on a des descriptions, des exemples. Par exemple, un fantasme, c'est un écho d'un événement. Par exemple, des échos vocaux ou des visions d'événements passés. Les phasmata, c'est l'activité d'une intelligence, mais ils peuvent pas nous répondre en fait. Fait que c'est une illusion par la répétition, les émotions, les croyances populaires. C'est une forme de pensée créée par un magicien aussi. Fait qu'on a plus de détails ici. Fantasme, phasmata. Les croyances collectives. Les intentions psychiques incontrôlées. OK, ça serait intéressant à lire. Les travailleurs en fait, les pratiquants de la magie, je vais plus le dire comme ça. Parce que ça peut être créé par la magie. En fait, il parle ici d'une espèce de, je dis une forme pensée, mais un égrégore. Mais il n'y a pas de conscience, il n'est pas conscient. Fait qu'ici, on parle des différences entre ce qui est les sentients, puis les comportements sentients et non sentients. Je sais pas si je peux le traduire de même. Sensible. Les comportements sensibles et non sensibles. C'est drôle à dire. On a, bon, fantasme, phasmata, puis sentient. Fait que c'est-tu répétitif? Le fantasme, c'est des fois. Les phasmata, toujours. Puis le sentient, des fois. Fait qu'on a ici, est-ce qu'il y a un but? Fantasme, non. Phasmata, oui, toujours. Puis sentient, toujours. Fait que là aussi, on a, est-ce qu'on peut le répondre? Fait que le sentient, lui, il peut nous répondre. La majorité du temps. Puis le numen, est-ce que ça fait un orbe? Ben, le sentient fait toujours un orbe, tandis que les deux autres n'en vont jamais. Fait qu'ici, on a les influences mitigées, les influences des esprits mitigés, en tout cas. Fait qu'on a l'impact physique, qui peut avoir un risque de blessure physique. Fait qu'autant, beaucoup de personnes ont peur qu'un esprit peut bouger un objet, puis blesser une personne. Fait on parle ici, la confusion mentale. Ici, les itérations spirites peut être très subtile, mais pas très grave, mais ça peut causer une confusion. On a l'influence empathique. Fait qu'on peut comme ressentir un peu l'expérience, les émotions. Déception, c'est la trahison, ça? La tromperie. Ah. Quand un esprit avec des tendances prédateurs réalise la plasticité de leur corps phasmique, ils peuvent choisir de se faire connaître d'une autre forme. OK, ils peuvent comme se déguiser, fait que c'est comme des espèces d'imposteurs. On a les démoniaques. Ça, c'est des effets extrêmes des hallucinations visuelles ou audibles causées par le phasmata ou l'esprit.
comme une entité qui est dans un état confus ou un esprit qui a des intentions pas très louables. C'est des illusions, puis sont connus comme les démoniaques. Fait qu'ici, il en parle encore un petit peu plus. On a les esprits sublunaires. Fait qu'on a la démonologie plus vieille, en fait. Comment définir les démons? Ici, les agents divins. OK. Ils peuvent être ils sont comme les co-créateurs. Dans OK, dans la communication divine, les autres, ils exécutent, en fait. Une espèce d'ange? J'aurais tendance à dire ça. Je me pose la question. Fait que l'infection du mal, c'est sûr que l'Église médiévale les a démonisés. Les démons qui sont méchants, qui sont malins. Fait qu'ici, on parle un peu d'historique de tout ça ici. Le fait d'être capable de choisir. Donc, ils peuvent faire des choix. Ils peuvent faire des choix. Des fois mauvais, des fois bons. Fait qu'on a ici le démon puis le cacodémon. Cacodémon, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça dans d'autres livres. Ils se regroupent dans deux divisions arbitraires. Le démon puis le cacodémon, qui est bon et c'est les esprits bons et les esprits mauvais. Ah, fait que le démon, c'est les bons esprits, puis le cacodémon, c'est les mauvais esprits. OK. Fait que les méthodes de classification, fait qu'on a la classification de Psellus, Michael Psellus, du 11e siècle. On parle ici les classifications judaïques, les associations astrologiques, évidemment, l'astrologie est partout. Le registre des démons, ici, ça parle du Moyen-Âge puis de la Renaissance. Et il y en a ici, là. Ici, c'est la classification des esprits sublunaires au travers du temps. Fait que jusqu'aux années 900, fait que comment qu'on les classifiait en fait. Fait que comment les identifier? Les mouvements et les signes. OK. Fait qu'on a les 7 royaumes sublunaires, puis leurs habitants, par la densité qui augmente en fait. Fait que là, on a lunaire ici, avec le monde céleste au-dessus. Fait que sublunaire, c'est ce qui est en dessous. Fait qu'on a l'ellurique, l'aérial, le terrestrial, nécromantique, aqueous, subterranéan, puis lucifugique. Fait qu'on a toutes les étapes. Puis je suppose qu'ils vont en parler, hein? Oui, c'est ça, ils vont en parler. Fait qu'on a les 7 classifications démoniques. Fait qu'on a le lélurique ici. Je pense qu'il y en a qui sont, tu sais, ça, je pense qu'il y en a qui sont bons là-dedans, puis plus que tu descends, moins qu'ils sont bons, je suppose. On a les aériens. Ils veulent interagir avec l'humain, mais ils peuvent prendre avantage selon leur propre intérêt. Ah ah! On a les terrestriels, ceux qui sont plus terrestres. On a les aqueux, aqueous, je vais dire aqueux. Ou ces esprits marins sont associés avec les corps des eaux, des puits, des sources, des lacs et des rivières. Ah, c'est ça. On a les subterranéens. Eux autres, souvent, on les perçoit comme les nains.
Ils ont les pouvoirs volcaniques de la terre profonde, des profondeurs de la terre. Lucifugiques sont très dangereux, mais les interactions avec les humains sont quand même très, 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 très rares. Ça. On a les nécromantiques. Pourquoi ils les ont pas mis en ordre? Parce que nécromantique est ici, puis lucifugique est là. Ils les ont même pas mis en ordre dans là-dedans. Je trouve ça plate, par exemple. J'aurais voulu avoir... C'est comme les lire en ordre je dirais, du plus haut jusqu'au plus bas, mais c'est pas comme ça. Fait qu'on a les nécromantiques. C'est les esprits des humains décédés. Ils sont en nature plus mercuriens, mais ils ont des habilités. Ils ont des habilités similaires des autres classes des démons, mais qui manquent de pouvoir. C'est ça. Fait qu'on parle ici. Fait que l'application de la démonologie avec des symboles. L'ellurique, à queue, aérien, terrestre, subterrestre, lucifugique. J'essaie de faire des petites traductions libres de même, là. Subterrestre et esprit nécromantique trouvé dans les mines. OK. Puis nécromantique. C'est des symboles. Adaptés de Reginald Scott. On a les classifications culturelles ici. La ténacité de la religion basse. OK. Moi, ça, c'est vraiment traduction libre. Je suis pas sûre que je le dis comme il faut. La religion haute et la religion basse. Ben oui, il mentionne ici. La haute religion se comprend comme étant divin, une relation avec l'humanité, avec le divin, pendant que la religion basse, c'est relié aux agences spirituelles qui nous affectent à tous les jours. C'est un peu comme on parle de haute magie, basse magie. C'est le haut, c'est plus lié avec tout ce qui est céleste, le travail avec les célestes, plus le travail spirituel, tandis que la basse magie, c'est vraiment tout ce qui est terrestre, le fait de modifier des événements, c'est plus, je pense que ça a un lien avec ça, là. En tout cas, ça y ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prendre contact avec des esprits non humains. Je parle ici de ça. Les interactions communes. J'ai dit prendre contact, mais c'est plus des interactions avec des esprits non humains. Avec des interactions communes. Qui parlent de chaque type d'esprit, où est-ce qu'on peut les trouver. Par exemple, les esprits à queue, ils sont plus présents, plus proches de l'humain, puis capables de faire des relations émotionnelles avec nous qui se poursuit de génération en génération pour le mieux ou pour le moins bon, mettons. Les dames blanches, c'est un exemple de esprit à queue. Ben oui, on les trouve toujours proches de l'eau. C'est vrai, ça, par exemple. C'est plus référé dans les traditions comme étant des tragédies ou des pertes. Ah ben, fait que là, il donne des exemples aussi de terrestres et de tous les autres types. Les classifications, chapitre 5, j'ai dit 5, les classifications nécromantiques. Donc on a ici, fait que c'est comment approcher ces classifications-là. Il y a trois types distincts. Les esprits humains qui ont déjà été incarnés. On a les humains désincarnés qu'on appelle aussi des lares qui ont été libérés de leur forme phasmique puis qui sont passés au-delà des portes de la mort. Puis il y a 2 classifications de l'art aussi. Et on a les revenants qui sont dans le métacosmos après la mort avec une forme spirit qui ont gardé leur corps phasmique. Mais il y a 4 types. OK.
OK. Fait qu'on a les larves, fait que c'est les morts qui sont au repos. On a les larves, puis on a les familiers, les espèces d'âmes familiers. Les revenants, c'est ceux qui sont vraiment non silencieux, ici, avec les mânes et les imans, qui est plus le côté négatif. Les mânes, c'est le bien, puis le iman, c'est plus le côté négatif. Les lémures, les cacodémons, qui sont pas très bons eux autres non plus. On a les larves, ici, qui sont pas très bonnes non plus. Et là, on a une classification, un tableau ici, où est-ce qu'il parle de tout ce que j'ai mentionné, avec son stage, sa communication, sa forme et sa ressource. C'est ça, il y en a différents types. Là. Puis comment qu'on peut se communiquer avec eux. Fait que là, on parle de région du Quart Arquois. Fait que une aventure dans le monde d'en dessous. La chanson de la mort. OK. OK. Ah, d'accord. D'accord, la chanson de la mort. Ça fait assez... Fait qu'on a le Sheled, qui est le royaume des vivants. Fait qu'il y a comme une première mort avec la transition corporelle. C'est quand que le corps physique meurt, l'âme est temporairement divisée par l'espèce d'esprit, fait que la raison cesse. Ça va vers la résolution ici. Ah non, la seconde mort en premier. Parce que des fois, il y a, en tout cas, la seconde mort qui est comme les revenants, en fait. Si l'esprit garde sa forme phasmique, l'âme reste attachée. Fait que là, ça, ici, on a l'espèce de royaume froid, le Quart Arca. Ensuite, tu as la résolution. Fait que des fois, il y en a qui vont pas jusqu'à la seconde mort pour aller là. Ils vont direct. La résolution, c'est la transition spirituelle. Le catharsis de l'âme arrive quand l'esprit relâche sa forme phasmique. L'âme retourne à son état éthérique. On a l'espèce de mer qu'on parlait tantôt ici. Là. Fait qu'on a le monde des morts. Fait que on a la description ici, là, la première mort. Fait qu'on a la douleur de la mort, l'ombre de la mort, les portes de la mort ici. Puis on a l'esprit qui va avec. Ah, mais non. Il est juste ici. Il parle des lards familiers. On a la seconde mort ici. La région de clé, c'est voyons. Mon fils en a. L'argile. Mon fils en a de ça. C'est de l'argile. Fait que la région d'argile, la première étape de la seconde mort est décrit comme étant une région d'argile. OK. Ça fait référence à quelque chose, évidemment. Le puits de la dissolution, la perdition. OK, puis il y a même les esprits qui sont attachés. Parce qu'ici, c'est les mânes qui sont dans cet état-là. Dans le puits de la dissolution, c'est les imans. La perdition, on a les lémures. Je suis désolé. Ah, ben tant mieux. Hein? Ma montre me parle. Et on a le puits des âmes perdues. Puis on a les larves qui sont là. C'est intéressant le livre parce qu'il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup d'explications liées à tout ça. Je peux pas dire si c'est réaliste, si c'est vrai, mais j'aime le fait que c'est quand même assez très bien décrit. Donc, on a la première mort, le corps physique, on a l'ombre de la mort ici. Puis des fois, on s'en va jusqu'aux portes de la mort, mais des fois, quand on a des attachements non résolus, ben, on peut devenir une manne.
Quand on a des traumas non résolus, on peut devenir des imans. Puis quand on a des besoins prédateurs, là, on peut devenir un lémur. Quand on a des comportements prédateurs. Quand on regagne la lucidité, là, on redevient une manne. OK. Fait que ici, quand que on tombe aux portes de la mort, ben on a ici, quand l'esprit est capable de détacher son attachement, en fait, de relâcher son attachement, ben là, il peut retourner, il peut vraiment mourir là, comme il faut. Les imans, c'est quand il oublie son humanité. Même chose pour les lémures, ils deviennent une larve. Mais encore là, ils pourraient comme se libérer. Libérer leur esprit, leur corps phasmique, en fait. Puis là, les lémures, eux, c'est quand que... OK. L'espèce de expiation. Ça serait quoi de meilleure traduction de ça? Ouais, expiation. Bon, OK. Expiation, finalement. Qui a été choisi, que le lémur choisit je pense que ça, c'est d'expier ses fautes, ou qu'on pourrait le forcer. Fait que là, il parle de première mort, puis de deuxième mort ici, où est-ce que là, on franchit vraiment les portes de la mort. Je trouve ça intéressant, moi, vraiment. Fait qu'ici, on a les rôles de nos rites ancestraux funéraires. Fait que la préparation, les rites funéraires, les rites ancestraux, le familial duty, c'est voyons, l'obligation, pas l'obligation, voyons, le travail, le devoir familiaux là-dedans. Les offrandes aux morts, les autels, les mémorials. Je veux juste... les sanctuaires et les mémorials. Ici. On a les devoirs magiques. Ça dit comme étant les nécromanciens médiévaux qui avaient le devoir de prendre soin des âmes, des manes puis des imans, comme étant une pratique centrale. En gros, pour aider à libérer les esprits. Fait que restaurer ce qu'on ne comprend pas. OK. Et là, ici, on a les signes d'esprit qui ne sont pas silencieux. Fait qu'on a les mouvements et les signes nécromantiques. Les stages de manifestation nécromantique ici. Identifier les revenants. Ça commence à être intéressant. Distinguer les lards et les revenants. Fait qu'on a les sensations, comment qu'on se sent quand c'est une lore ou quand c'est un revenant. Fait que la sensation, c'est quand on se sent, on a un sentiment subtil d'alerte. On sent qu'il y a une présence qui est quand même aimable. Fait que ici, regarde, les ondes électromagnétiques, il n'y a pas de changement discernable comme au niveau des EMF. La température, il n'y a rien. Puis l'apparence, ça choisit le temps et l'endroit où est-ce qu'ils apparaissent. Ils peuvent projeter une image d'eux-mêmes. Les revenants, eux, on a un sentiment de paranoïa, d'avoir comme le souffle coupé, le sentiment comme d'être comme figé un peu. Hein, c'est ça, dread, c'est comme l'espèce d'être figé par la peur. Ah, on redoute. C'est ça. Ça ressemble un peu. EMF, on a des signaux électromagnétiques erratiques. Température. Ah, il peut y avoir des cold spots. Il peut y avoir des points froids ici. Puis l'apparence, ben, c'est relié à une source de phasma qui garde sa forme. Mais il peut apprendre à former son apparence. Fait que c'est ça. Il y a vraiment...
On a parlé tantôt de l'art puis de revenant. Ah, ici, ça continue. Oh, le tableau était coupé. Il maudit. L'activité subtile et délibérée pour les lards, mais peut laisser des signes reconnaissables. Puis la communication, c'est intelligible, il est conscient, puis souvent, il communique avec des pensées, des rêves. Il en connaît plus que ce qu'il connaissait dans sa vie, parce que tu sais, des fois, il y a certains esprits qui sont limités à ce qu'ils ont connu dans leur vie, puis sont pas capables d'apprendre plus. Les lards, ils sont capables. Il connaît plus que ce qu'il savait dans sa vie. Puis les revenants, eux, sont connectés à un endroit spécifique, une personne ou un objet, ça peut être erratique. Puis la communication, ça varie selon sa classification. La connaissance est très limitée à ce qu'il connaissait dans sa vie, au moment de sa mort. Fait qu'on a la paranoïa puis les fréquences électromagnétiques. L'hypersensibilité électromagnétique, ici. Les symptômes d'une exposition, d'une surexposition des ondes électromagnétiques. Les premiers soins pour ça ici. Là. Bon, définir les types d'activités. Fait qu'on a le démon qui est comme plus gentil, puis le cacodémon qui est petit peu moins gentil. Fait que on a le type de comportement. Fait que il y en a qui sont des entités qui ils veulent nous aider, en fait. On a... Attends, c'est ça, là? Bienveillantes, c'est ça, les entités bienveillantes. Des esprits où est-ce que il y a quelque chose de non résolu. Dans les cacodémons, on a les esprits en détresse, puis les esprits prédateurs. Fait que là, ici, on a les activités qui est liées vraiment au type d'entité et des exemples. Les lards, eux autres, sont bienveillants. Les manes, ils ont quelque chose de non résolu. Les imanes, c'est des esprits en détresse. Puis les lémures ou les larves, eux, c'est des esprits prédateurs. Fait qu'on a ici des... tu sais, comme on a les troubles de l'esprit qui est expliqué ici. On parle d'hanté. Là-dedans, on a les infestations. Et que ça fait des phénomènes assez spéciaux, des genre style poltergeist, etc. Il en parle de d'autres choses aussi. L'obsession, c'est une hantise d'un esprit. Il y a qui est liée avec une fixation. OK, de l'esprit même, je veux dire. Là. On a les obsessions qui viennent des manes, qui est fixée sur leur attachement, les obsessions des imanes, l'oppression des lémures, puis l'oppression des larves. Fait qu'on a vraiment tous les détails liés à ça. Fait qu'on a la possession tout court. Évidemment, il faut en parler parce que ça peut arriver. On a la possession volontaire, la possession involontaire, la possession des lémures, les symptômes de possession et comment s'en remettre, en fait. Les mistaken possessions. Des possessions trompeuses. Tromper. Ouais, c'est ça, trompeuse. OK. La médiation. Et là, on tombe dans la partie 2. Là, on est vraiment là, on travaille là. On est sur je veux dire dans le champ parce que j'ai vu field, là, mais en français, ça se traduit pas comme ça se traduit plus vraiment le travail vraiment comme physique, le vrai travail dans le monde. Fait qu'on a nos skills essentiels, nos habilités qui sont essentielles pour faire ça. Fait que là, les traits personnels du nécromancien. Si on veut être nécromancien, on doit avoir ces traits-là. C'est comme une espèce de travail, en fait, si je comprends bien. La fortitude spirituelle, il faut être fort, spirituellement parlant. Attaining dignification. Ça réfère à l'autorité magique ou le pouvoir investi
en tant que magicien. OK, ça, c'est comme une espèce d'habilité pour être capable d'avoir du respect puis être capable d'être impératif lié aux esprits. Voilà. Spiritualisation. Fait qu'on a un exercice de visualisation ici. Avec la protection personnelle, avec un exercice. Le nettoyage. L'ars remotionis ou l'art du relâchement. Discaricare ou le grounding, l'ancrage. Ici, voir, entendre et sentir les esprits. Fait que là, il parle de comment développer nos sens subtils pour être capable de les entendre, de les sentir, de les percevoir au niveau psychique et de les voir. Fait que, il y a une technique pour construire ces sens-là. Je parle ici, la discrimination. C'est comment les percevoir. L'imaginatrix. Oh, un peu, je connais pas ça, là. C'est comment... ceux qui s'entraînent à développer leur capacité magique vont être familiers avec le processus de visualisation et de conceptualisation tangible qu'on peut projeter. C'est comme qu'on projette. Ok, c'est un exercice pour focusser, pour reconnaître le sentiment de la projection d'une idée. On a la perception passive. Ici. Puis l'exercice d'être capable d'aiguiser nos sens avec l'imaginatrix puis la perception passive. L'étape 3, la discrimination, ici. Fait qu'on a la perception des esprits, c'est bon. Fait qu'on a les pratiques sommaires, les pratiques fondamentales. C'est un sommaire de pratiques fondamentales. Fait que ici, tout ce qu'on a parlé, ça dit c'est quoi en fait. Pour relâcher les attachements de l'esprit et de l'opération. OK, pour pas qu'on soit attaché aux esprits. Retirer les influences résiduelles, enlever le surplus des phasmes, puis regagner notre équilibre personnel, acquérir le focus calme et l'équilibre, se conserver contre les autres influences, aiguiser nos sens subtils, renforcer la fortitude spirituelle et notre autorité, et de passer au-delà de notre peur de l'inconnu. Fait qu'on a ici, on a l'espèce de kit d'outils pour la sciomancie, en utilisant les technologies aussi. Avec l'Ars Nova, l'expérimentation. Embrasser quand on n'a pas beaucoup de technologie, en fait. Et les outils et leur utilité. Fait qu'on a les senseurs environnementaux, c'est-à-dire par exemple le thermomètre. Et les autres, là, les thermomètres infrarouges, les images thermiques et tout. Les disruptions, les problématiques au niveau électromagnétique. Perturbations électromagnétiques. Ici, les équipements audio, la capture d'images. Les outils pour sa protection, en gros, les symboles de notre croyance, de notre foi. On a les amulettes. On a Intentionalized Iron. Du fer avec des intentions. OK. Ah, comme un clou ici. OK. Des lignes qui se croisent ici. Pour se protéger. C'est des amulettes. Fait qu'ici, on a un exercice de travailler avec son amulette. Comment l'activer, le désactiver. On a les talismans aussi.
Fait que, il donne des exemples de protection et d'autorité sur les esprits nécromantiques. Puis si on en a un autre, talisman général contre les intentions malicieuses. Les outils traditionnels pour la communication spirit, c'est sûr qu'il y en a quand même pas mal. On a le principe des sons. Fait qu'on a le campana ou la cloche. On a le chant, la musique ambiante, les principes des reliques. Fait qu'on a the Law of Affinities, c'est la loi des semblables dans la magie sympathique. C'est la relation qui lie comme un élément à son semblable, en fait. Puis là-dedans, il utilise le fait que l'esprit aimait dans son ancienne vie. OK. La musique de la période duquel l'esprit devient. On a les affinités visuelles, même chose, ce qui va donner des souvenirs à l'esprit. Et les activités. D'autres outils traditionnels de communication spirit, qui en parle ici, l'espèce de... Le fait de la méthode de divination pour essayer de voir au travers autant d'un miroir, autant d'une boule de cristal, de l'eau, etc. Spéculomancie. La chandelle. La capnomancie avec la fumée. Des outils pour parler avec les esprits, fait que l'audiomancie, on a l'écriture automatique, la table de Ouija, hein? Je suis sûre que vous étiez convaincus que j'allais finalement finir par parler de la table Ouija. Ça, c'est un absolu. Ensuite, on a botanique pour la sciomancie. OK, fait qu'on a l'eau consacrée pour nous aider. Comment faire de l'eau salée consacrée? Le nettoyage, c'est une infusion avec des herbes puis de l'eau bouillie. Fait qu'on a la méthode ici, comment le fabriquer. Mais ça sert à quoi en fait? Ça peut être dilué sur place avec de l'eau consacrée. C'est un conduit magique qui a des vertus occultes. Ça peut là. Mais ça dit pas où est-ce qu'on s'en sert, par exemple. Mais ça dit que ça rentre dans le kit. On va peut-être en parler plus tard. Fait qu'on a l'espèce de nettoyage. Savory wash. OK, uses, on l'a ici. Ça exorcise un esprit intelligent ou les attachements de l'esprit à un objet ou à un lieu. Fait que ça l'aide à se détacher un peu de tout ça. Pour ça. Puis ici, il y en a un autre, c'est appliquer sur les fenêtres, les portes, puis les espaces, c'est comme limites, là, où est-ce que c'est comme l'espèce de limite du terrain, par exemple, ou les limites de la maison, pour protéger, pour empêcher qu'un esprit y rentre. On a les huiles, ici, comment le faire, avec la convocation, pour le terrain, en fait. Puis pour voir aussi au niveau divinatoire. Sulfumigation. Ça, je sais pas c'est quoi. Faudrait que je le lise. Utilisant d'encens. C'est de l'encens brûlé dans des blocs de charcoal. OK. En tout cas, faudrait que je le lise pour celle-là. Fait qu'en utilisant l'encens, brûler de la sauge, c'est probablement pour faire, avec de l'encens, faire partir les esprits, nettoyer un endroit. Parce que la sauge, elle sert à ça. Pour nettoyer un endroit.
Les perles d'encens. OK. En tout cas, il parle de la méthode ici. L'encens de convocation. Appeler les morts. L'offrande funéraire. Spirituel, un encens pour spiritualiser. OK, c'est pour élever l'atmosphère spirituelle, sanctifier, aligner avec des désirs divins. Fait qu'on a ici l'expiation aussi. Ligation. Puis ça dit vraiment pourquoi, puis comment le faire. Au niveau affectif, l'expulsion spirit, c'est vraiment pour aider l'esprit à se libérer puis à quitter. D'autres herbes ici. Fait qu'on a le sel de protection rouge. Cleansing Asperger. Pour nettoyer les influences résiduelles d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. OK. Ici, Saint John's Wort. C'est l'espèce de racine de Saint John. Puis les fleurs ou les violettes. Pasquet flower. Pour mettre sur une tombe pour aider l'esprit. OK. On a un kit d'outils suggérés ici, les bases, les outils magiques, avec tout ce qui suggère qu'on garde sur nous, les herbes nécessaires, tout ce qui est de base technologie et de technologie. C'est par exemple une lampe de poche, c'est considéré comme une base technologie. On a la technologie ici. Fait que chapitre 9, les rites pour travailler sur le site, comme dans le lieu nécessaire. Fait que l'importance de la discipline magique, c'est sûr, c'est pour pas être affecté, pour être capable de se protéger décemment. Les orations, c'est comme une espèce d'une déclaration, une espèce... c'est des mots qui sont utilisés. Avec des dons divins, avec des noms magiques. Pour les faire réagir, j'ai l'impression. Et il y a beaucoup de termes, je trouve. Il y a annonciation, c'est une déclaration de notre identité puis de notre autorité. Application, la proclamation de nos intentions pour l'opération. Évocation, c'est une phrase qu'on dit, une oration, qui pousse l'esprit à s'approcher dans le but d'interagir avec nous. L'interrogation, c'est le set préparé de questions à poser à l'esprit. Placation, une oration qui tente de calmer ou d'apaiser l'esprit. Abjuration, c'est une renonciation de faire du mal ou de... ça peut, juste être sûr de ce mot-là. Ou de contraindre, c'est bien ce que je pensais. Contraindre une entité qui est bénéfique quand que la placation est inadéquate. Et si on n'a pas besoin de l'apaiser, ben, à la place de faire du placation, on va faire de l'abjuration. L'abjuration, une autre abjuration. Extraire une obligation d'une entité. OK. Puis le dismissal, l'espèce de est capable de l'enlever, de le retirer, d'y dire de partir, de le congédier. C'est c'est une forme de fermeture verbale qui est vraiment comme très formelle de l'interaction avec l'esprit pour dire, regarde, maintenant c'est terminé, bye bye. C'est une espèce de congédiement de l'esprit. Là, on a plus de détails sur vraiment tout ce qu'on a mentionné, l'annonciation, l'application, l'évocation, l'interrogation. Au moins, on n'a pas juste une mini-définition, on a vraiment des détails. Là. Placation, l'abjuration. Ah non, c'est l'abjuration puis l'adjuration. OK. OK. Et ici, le dismissal qui est le congédiement, le fait de le faire partir. Nos espaces de protection.
Fait que la formule pour faire un exorcisme d'un endroit, nettoyer l'endroit, mettre des protections magiques dans l'endroit avec les détails. Formule pour créer un sanctuaire avec la procédure. Formule pour faire une place de communication. Méthode pour faire émerger la protection. C'est ça, hein? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je l'ai bien traduit. Et on tombe dans le chapitre 10. Les modèles pour un appel. Pour les demandes. Donc, on a 4 objectifs essentiels. Fait que c'est pour confirmer quelle entité ou les entités et leur signification, qui sont en fait. Comprendre quel type d'infestation qui arrive, quel genre d'activité que c'est. Ensuite, on a révélé pourquoi l'esprit réagit, puis c'est quoi ses attachements qui le motivent. Et ensuite, découvrir où l'esprit entre comment que l'esprit est entré dans le lieu. OK. Fait qu'une approche raisonnable. Fait qu'étape 1, trouver l'information. Étape 2, l'analyse critique. C'est comment rassembler l'information, en fait. Puis faire l'analyse des informations qu'on a prises. L'étape 3, la stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment, avec toutes les informations qu'on a récoltées, qu'est-ce qu'on peut faire là, dans tout ça? Puis on a les recherches préliminaires. C'est sûr qu'avant de se rendre à la place, vaut mieux avoir l'historique du lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il des affaires légales qui s'est passé là? Y a-t-il des meurtres qui s'est passé là? C'est quand même important. On a ici tout ce qui est environnemental, les influences topographiques, le météorologique, qui peut nous donner peut-être des idées pourquoi que les ondes électromagnétiques seraient plus bizarres, plus qui pourrait expliquer peut-être certains cas de manifestation. Donc on a la topographie, géologie, parce que, regarde, ça dit la présence de quartz, de granit puis de silicium augmente les réactions électromagnétiques. Fait que, des fois, on peut dire « Hey, j'en détecte », mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec les esprits. La météo, l'environnement, les transformateurs électriques, les granites, les tunnels, les rues. OK. L'architecture, ici, avec les sous-sols, etc. Le Wi-Fi, les micro-ondes, ça peut tout agiter, ce genre ce qu'on peut détecter, en fait. Le rôle de la divination, ça peut être quand même assez utile. Les interviews, fait que on peut parler avec les personnes qui sont en détresse, qui ressentent la détresse, qui ont des problèmes liés avec cet endroit-là. Fait que l'interview initiale, fait que ça enregistre aussi les expériences qui sont arrivées avant que... en fait, on fait vraiment un... Faudrait que je le lise, là. Mais selon ce que je vois en diagonale, c'est être capable d'écouter les histoires de les personnes qui ont été témoins de ça. Puis on a des techniques d'interview plus approfondies. Ouais. Tout ce qui est sensoriel. Des focus plus détaillés. Des séquences altérées. OK. Des déplacements de perspective. OK, avec des réactions de défense. Puis la désinformation, ici, il faut faire attention. OK, the walkthrough, les étapes. Fait qu'il parle que la première fois qu'on rentre vraiment dans ce lieu-là, après d'avoir tout fait nos recherches,
Fait qu'il dit il y a une espèce de chemin à faire pour nous familiariser avec les lieux, puis identifier les endroits où est-ce qu'il y a eu des incidents qui ont été rapportés. Fait qu'on a l'endroit où est-ce que les phénomènes se sont plus élevés, qui ont eu lieu. Nos capacités d'observation intérieure. On rentre vraiment dans le profond, j'ai l'impression, là. Travailler en équipe, des fois, ça peut être utile. Garder un esprit ouvert, en effet. Travailler avec un médium. Rester professionnel. Ouais, peu importe ce qui arrive, il faut rester professionnel, que ça soit vraiment hanté ou pas. Les investigations sur le site, sur le lieu des événements. Ça va nous donner d'autres informations qu'on a besoin pour résoudre vraiment tout ça. Fait qu'on a la préparation. Le sanctuaire, c'est un endroit où est-ce qu'il peut être identifié pour placer un sanctuaire, qui peut servir comme un centre de communication et d'opération. Les personnes qui ont été témoins et les occupants du lieu. On en parle ici. Ouais, c'est ça, ils doivent partir. Ceux qui sont vulnérables aux esprits doivent quitter, vraiment. Une liste un peu de ce type de personnes-là. Toute la base, en fait, pour faire établir les informations de base à propos du site avant de commencer l'investigation. On se répète un peu, là. Les équipements pour monitorer tout ça. Regrouper l'équipe dans le sanctuaire avant les opérations. L'opération en tant que telle, ici. Garder un log des événements. En gros, garder tous les événements en note. La communication claire. La discipline de l'investigation. Il faut être assez discipliné, non pas chaotique, parce que sinon, on n'arrivera à pas grand-chose. Et là, on tombe dans les interactions spirites. Oups, j'ai sauté une page. Garder un contact. Ou communiquer de façon sauf, je veux dire, sécuritaire. Contacter de façon sécuritaire. Il faut rester focus, être vigilant, être diligent, être capable de bien discerner le tout, garder le contrôle, puis être intelligent. Ne pas essayer de bannir un esprit, de faire des offrandes ou faire n'importe quoi qui implique un contrat pendant une investigation. Il ne faut pas faire de contrat avec un esprit. Fait qu'il explique. Ouais, c'est ça. Faire l'évocation. L'expérimentation de la flashlight. De la lampe de poche. Ah, c'est pour vraiment les premières étapes d'interaction avec les esprits. On lui dit tu peux choisir une personne dans le groupe qui va interagir avec. Puis, ok, c'est une flashlight. Pour être capable es-tu capable de, je pense, l'ouvrir, le fermer, puis de le manipuler? Le dialogue avec l'esprit. Et la phase finale de l'investigation. Les modèles d'analyse. Fait qu'on a l'organisation des informations. On a le qui, fait qu'il faut savoir c'est qui. Fait qu'on a les 6 étapes pour classifier un esprit. Est-ce qu'il est sensitif? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce que l'entité, c'est un humain? Fait qu'en gros, on a comme une espèce d'étape ici, là. Fait que, est-ce que c'est paranormal? Oui. Est-ce qu'il est conscient? Non, c'est un fantasme. Oui. Est-ce qu'il est humain? Non. Fait que c'est un démon non humain. Un démon non humain. Oui. Est-ce que c'est une entité ou un revenant? Est-ce que l'entité est un revenant? Non, c'est un leurre. Si oui, est-ce que ses comportements peuvent nuire?
Si c'est non, c'est un man. Si c'est oui, est-ce qu'il est prédateur? Est-ce qu'il y a des comportements de prédateur? Non, c'est un iman. Si la réponse c'est oui, est-ce que l'esprit perd son sens de l'humanité? Si la réponse c'est non, c'est un lémur. Si la réponse c'est oui, ben c'est une larve. Fait que c'est vraiment les étapes pour être capable de détecter quel type d'esprit qu'on fait face. Fait que ici on a toutes les étapes là, que j'ai parlé ici, là, sont là, là. On a toutes les descriptions ici de tout ce que j'ai mentionné. Fait qu'on a les attributs distinctifs des esprits. Fait que dans quelle époque qu'il a vécu, c'est quoi sa caractéristique ou son histoire, c'est quoi son nom, c'est quoi les reliques ou sa tombe qui peut être utilisée pour pour l'aider, en fait, pour lui permettre d'expier, de l'expier. Les affinités qui provoquent la mémoire, l'intérêt de l'intensité de l'esprit, puis pour l'amener en paix. On a le quoi ici. Quand il y a un trouble de l'esprit, on a besoin de voir le pattern de l'infestation, pas le pattern dans le sens de les signes, les signes qui sont répétitifs, un pattern. On peut apprendre beaucoup des attachements de l'esprit avec ça. Fait qu'on a l'activité, la fréquence de l'activité, l'intensité aussi des événements, les stimuli, les patterns et les anomalies, les activités prolongées. Fait qu'ici, on a comment identifier les activités prolongées. Fait qu'on a l'infestation, l'obsession, l'oppression et la possession involontaire. Fait qu'on a la description puis les causes. Qu'est-ce qui cause ça? Je donne un exemple. L'obsession. C'est un esprit qui devient fixé sur qui a un attachement, en fait. On a les manes, les imanes, les lémures, les larves, les phasmata dans des cas rares. Mais on a qu'est-ce qui cause cette espèce d'esprit qui fixé sur ses attachements. On a le pourquoi. Découvrir les motifs de l'esprit qui est obsessionnel. Le pourquoi. Fait qu'on a les attachements, ce qui lie un revenant dans ce qu'il laisse là, en fait. On a quelques catégories de pourquoi. Les attachements obsessifs d'une personne, d'un objet ou d'un endroit. Fait qu'on a les personnes ici. La personne est connue. La personne était connue par l'esprit pendant sa vie. Ou ils ont. Ou qui appréciait une personne d'intérêt. Ça, c'est une cause comme d'oppression. Une obsession. OK. Même chose pour l'objet, pour le lieu. Pourquoi qu'il est obsédé, pourquoi qu'il reste là. On a le où, le lieu, en fait. Comprendre où est-ce que l'activité spirit tient place. Puis prendre un avantage aussi qui nous permet de focusser sur l'analyse d'une manière plus efficiente. Fait qu'on a la place où est-ce que ça l'a comme... Ça s'est élevé, ça s'est apparu. Caractéristiques, l'apparence. Ouais, ça parle vraiment de comment qu'il peut... l'apparence, comment qu'il peut se montrer, se faire voir. Les points d'entrée, comme par exemple les coins, les fenêtres, les portes. Motivation. Les places pour où est-ce qu'ils sont enterrés, par exemple un cimetière, leur tombe, puis tout ça. Ça peut donner beaucoup d'informations sur l'esprit, puis pourquoi ils font de l'activité. Spéculation. C'est la nature des portails puis des vortex sur comment que les esprits sont rentrés dans notre monde. On a l'état ici. Méthode analytique. Distiller les preuves. Fait qu'organiser les preuves et tout ça.
processer, faire en fait arriver, je pense, à une conclusion pour les preuves. Fait qu'on a les données primaires, secondaires et tertiaires. Fait qu'on a les preuves, fait qu'on a les données tertiaires qui sont non vérifiées. On a 3 données tertiaires qui supportent là-dedans. Ça nous fait en sorte qu'on a des données secondaires qui est au niveau de l'incident. Puis avec 3 secondaires, ça nous donne une donnée primaire qui est vérifiée. Puis avec 3 données primaires, on a une preuve. Un guide des interventions. Fait qu'on a les activités qui sont confirmées, le quoi, puis on a le type d'esprit qui est le qui ici. Fait que on a les clés des résolutions. On a A, ça contrôle l'espace, B, ça coexiste, puis C, ça porte attention. D, ça fait la paix. Résolution eudaimonique pour le E. Le F, une résolution cacodémonique. Puis le G, ça recherche des avis d'experts, ça a besoin. Ou ça, c'est écrit vraiment C, que ça recherche. Fait qu'on a, ah non, faut rechercher les avis d'experts. Fait qu'on a non sentient, un démon non humain, des lards, des mannes, etc. sont toutes là ici, avec qu'est-ce que, avec ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Fait qu'on a les occasionnels, infestation, obsession, oppression et la possession. Fait qu'on voit qu'il y a certains esprits que, tu sais, les lards, eux autres sont là, mais sont occasionnellement là. Fait qu'on a ici l'espèce de guide de comment intervenir dans certains cas. Fait que les méthodes d'intervention ici, fait que on a toutes les solutions que je parlais, là, A, B, C, D, E jusqu'à G. On a ça ici. Fait que qui contrôle l'espace. Fait que là, ça nous dit quoi faire dans ce temps-là. Par exemple, nettoyer l'espace, faire une protection, rarifier le phasma en utilisant des herbes, puis diminuer les causes, le pourquoi que ça fait ça. Fait qu'on a coexiste, ceux qui cherchent l'attention, je pense. Et là, qui tu prends de la place? Pousse-toi un petit peu. Bon, pousse-toi un petit peu. Faire la paix. Résolution eudaimonique. Résolution cacodémonique. Chercher les avis des experts. Ça a besoin des expertises vraiment plus spécifiques au-delà de ce qu'il explique dans le livre. Puis là, on parle ici de possession. Et là, on tombe dans le chapitre 12, les chemins vers la résolution. Fait que pour être capable de terminer un cas, en fait, de façon permanente, c'est ça. Ouais. Pour les espèces de remèdes. Ouais, c'est ça. Remedial resolution, c'est trouver la fin, la finalité de façon permanente. Pour corriger les solutions permanentes. En fait, solution corrective, plutôt, je devrais dire. Solution permanente. Fait qu'on a 4 méthodes de résolution. Fait qu'on a l'expiation, la ligation, l'exorcisme ou la miséricorde. Avec la signification, son effet et le résultat. Si c'est permanent ou c'est correctif. La pratique de l'expiation, fait comment faire, établir le dialogue, révéler l'attachement, relâcher les attachements, les résultats de l'expiation, puis quand il y a un refus d'expiation. Parce que c'est volontaire de l'esprit, fait que des fois, il peut y avoir des refus. La pratique de la ligation, fait que même chose, la ligation affective, la ligation environnementale, l'adjuration, la ligation magique. Ensuite, on a les pratiques d'exorcisme. Comment faire un exorcisme d'un endroit. Nettoyer un espace avec plusieurs pièces. L'exorcisme d'un objet. Les précautions contre les brûlures. Brûlures.
Ok, c'est une espèce d'hypothèse que les attachements d'un esprit doivent être brûlés. J'ai vu ça dans plusieurs jeux. Où est-ce qu'on s'en sert des objets. Méthode pour exorciser un objet. Puis là, on a un exercice ici. Méthode pour de façon permanente exorciser un objet qui est lié à une obsession. L'exorcisme d'une personne, fait une méthode ici pour exorciser l'esprit, l'influence de l'esprit d'une personne. La pratique de la miséricorde ou miséricordia pour aider l'esprit à passer les portes de la mort. Méthode pour chasser les fantômes. Ok. Il y a quelqu'un qui a un esprit classé comme un revenant. L'activité est liée avec l'infestation, l'obsession ou l'oppression. Détails suffisants. Il y a assez de détails qui est connu pour évoquer puis communiquer avec l'esprit. Le focus de OK. L'obsession, sur quoi qu'il est obsédé a été identifié et l'endroit où est-ce que ça s'est élevé a été localisé. Où est-ce que c'est apparu. Bon, stratégie pour amener une résolution, pour aller vers la résolution. Fait qu'on a la stratégie dynamique, une approche éthique, les lois de l'engagement. Fait qu'ici, on a les types d'esprits, les mânes, les imanes, les lémures et les larves. Puis avec l'expiation, la ligation, l'exorcisme, la miséricorde, ben oui, t'es beau. Par exemple, les mânes, l'expiation, c'est optionnel. La ligation, l'exorcisme, non, c'est la seule option, c'est ça. La seule option, c'est l'expiation parce que les autres, c'est pas acceptable. Par exemple, l'imane, la meilleure option, c'est l'expiation, mais la ligation est acceptable. En dernier recours, on peut utiliser un exorcisme, mais la miséricorde, c'est comme, ça sert à rien, en fait. Fait que, on a ici les larves, tout ça. La miséricorde, c'est la seule option pour les larves. Fait qu'on a les stratégies ici. Fait que là, on a des détails par rapport à ce tableau-là. C'est quoi les stratégies pour les mânes? Quoi faire pour les mânes? Transmettre un message, des tâches non résolues, l'abjuration pour les mânes. Puis là, ben ici, on a pour les mânes, pour comment arriver à une résolution de la situation avec un mâne. Fait que on a tout le tableau ici, quoi faire. Guide pour reconnaître leur attachement. Bon, l'esprit est pas prêt à relâcher ses attachements. Tu t'en vas-tu, là? Ça peut, je vais t'aider. Ça peut, là, je vais mettre de quoi ici. Pour être sûr de ne pas perdre ma page. Viens-t'en, je vais t'aider. Bon, ok, on n'est plus infesté. Hein. OK. Fait qu'on a ici, tu sais, es-tu prêt? Ou il veut relâcher ses attachements. Fait que là, on peut faire une entente avec l'esprit de ne pas déranger les personnes qui sont vivantes, ou il y a besoin qu'on fasse quelque chose pour l'aider à se détacher, pour arriver vraiment à une solution. Soit une solution qui est corrective, ou une solution qui est permanente, dans le sens qui s'en va. Et on a, même chose, on a les stratégies pour les imanes, les expiations, ligations, avec tout le tableau de qu'est-ce qu'on peut faire selon ce qu'il veut. Les lémures, on a expiation, ligation, exorcisme, miséricorde, avec le tableau. Pas mal plus compliqué celui-là. Hein? Même des fois, il résiste. Fait que quoi faire? OK. Les larves, que c'est assez... t'as peu, là. Ah, OK. Ça sert à rien de négocier puis de communiquer avec eux. C'est ça. Ça sert à rien. Fait qu'il y a vraiment pas vraiment d'étape à faire pour les larves. Fait qu'eux autres, je pense que c'est l'exorcisme, c'est ça l'exorcisme qui est Oh, miséricorde. C'est la miséricorde pour eux, si ma mémoire est bonne.
Les actions procédurales, fait qu'on fait un checklist pour dire c'est quoi mes stratégies, qu'est-ce que je peux faire, quel outil, puis tout ça que je peux utiliser. La sécurité et la protection, évidemment. Les personnes qui vont participer, il faut bien les choisir. Accéder au lieu. C'est important, hein? On n'ira pas défoncer une porte non plus. Confirmer le lieu du sanctuaire, où est-ce qu'on va être en sécurité pendant le travail. Situer le lieu où est-ce que ça l'a, c'est survenu. L'endroit où est-ce que l'esprit est entré, en fait. Définir les périmètres et les limites. Choisir un site pour appeler l'esprit. Puis là, on a un exercice ici. Une méthode pour diriger l'espace. OK. Avec les étapes de quoi faire. Et sécuriser l'espace. Faire une espace protectrice libre de l'influence de l'esprit. Utiliser une technique pour l'exorciser. Nettoyer l'endroit, etc. Là. Quoi faire si l'esprit est agité. Ensuite, on va communiquer avec l'esprit. Fait qu'on prépare l'endroit. On le convoque pour essayer de tenter de résoudre la situation. On peut faire soit une évocation ou soit une invocation. Je pense que summoning en anglais, ça veut dire invocation. Évocation, on y parle. Invocation, on l'amène à nous. Le dialogue. Finaliser, se rendre à une résolution, à une conclusion, en fait. Fait que, comme faire une expiation, procédure pour la ligation par l'adjuration, procédure pour l'exorcisme. Évidemment, il faut vérifier les résultats, hein? Confirmer qui a quitté. Prévenir le lémur de revenir, l'empêcher de revenir, restaurer l'équilibre et confirmer la ligation de l'esprit. Fait qu'on a l'évaluation et le suivi. Post-évaluation, remettre. Les pratiques spirituelles qui est bonne, qui sont saines. Fait que ça, c'est vraiment personnel. Maintenir une routine de nettoyage spirituel puis de protection personnelle. Pratiquer l'espèce de spiritualisation pour éviter de devenir une cible pour les entités, et etc. Renouveler la protection, très important. Ici, un régiment pour renouveler la protection. Regarde, ici. Ça dit protection personnelle qui devrait être faite à tous les jours. L'exorcisme avec de l'eau sanctifiée aux 2 ou 3 jours. L'encens de ligation 2 ou 3 semaines. Pour protéger les points d'entrée, ça doit être renforcé à chaque année. Talisman rechargé au besoin. Amulette rechargée sinon portée pendant une période. Les lignes, c'est comme croisées. C'est indéfini. OK, ça c'est toujours bon tant qu'ils ne sont pas détachés. Et le faire avec des intentions, c'est là aussi, c'est infini jusqu'à temps qu'ils sont retirés ou désactivés. Donc, on a le suivi ici. Voilà. Et la conclusion du livre. On a les définitions des termes des arcanes, abjure, abjuration, adjure, adjuration, avec toutes les définitions ici. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Fait que si on cherche, c'est quoi donc ça, telle affaire? C'est quoi, je sais pas moi, un phasme? Ben regarde, je vais chercher là-dedans. On a toutes les définitions à la fin du livre. Je trouve ça très, 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 très pratique.
Bibliographie, si on va avoir plus de lecture. Et l'index, très utile, un index, si on veut faire des recherches très précises, à place de fouiller dans le livre. Ça, à mon avis, l'index, c'est un plus. L'espèce de définition ici des termes, à mon avis, dans un livre, c'est vraiment un plus. L'index, c'est aussi un plus. On a même des pages pour prendre des notes, avec des petits points, si on veut faire des dessins, là, pour être capable de faire de quoi de quand même droit. Et comment écrire aux auteurs. Voilà. C'est un livre vraiment très intéressant que quand que je vais avoir un petit moment, que je vais vraiment lire de bout en bout, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ce que j'aime, c'est les graphiques, c'est les espèces de tableaux, les tableaux décisionnels, en fait, pour savoir qu'est-ce qui est quoi, comment agir, comment réagir. J'aime beaucoup ce livre-là. Je dirais que ce serait peut-être un livre essentiel, pas nécessairement quand on est débutant, on lit le livre, puis paf, direct, on s'en va en faire. Mais je dirais que ça nous donne vraiment un b.a.-ba de comment agir, pour aller travailler éventuellement là-dedans. Quand ça nous fait peur, des fois, juste le fait de lire sur le sujet nous permet d'approfondir un peu, comment je peux dire, de comprendre un peu c'est quoi ce qui se passe, puis être capable de détecter ce type d'esprit-là, puis savoir un peu comment réagir, mais ça nous permet de pas faire n'importe quoi pour empirer la situation. Je trouve que ce livre-là est très, très, très intéressant. Vraiment, c'est un livre que je vais lire vraiment avec attention parce qu'il attire beaucoup ma curiosité et il y a beaucoup de détails. Il faudrait que je vois avec Dead Breeze si, parce qu'elle s'y connaît pas mal plus que moi dans ce domaine-là, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Mais typiquement, moi, j'ai une première approche très positive de ce livre-là. Vraiment très positive. Si ça vous intéresse, de premier abord, je vous le recommande. Il a de l'air vraiment intéressant. Je vais vous en parler quand je vais le lire pour de bon. Quand je vais avoir le temps de le lire pour de bon. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir, discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!